Hello and welcome back to the program. Today we are joined Bonjour by et bienvenue Major à nouveau dans General l'émission. Bertrand de Lachaine. Aujourd'hui, nous recevons le lieutenant Hello, général welcome. Bertrand de Lachaine. Bienvenue mon général. J'aimerais vraiment vous poser une question, car vous avez bien sûr une perspective très particulière en tant qu'officier français. Selon vous, quels sont les objectifs de la Russie en Ukraine? Et comment interprétez-vous les capacités et la préparation de la Russie pour atteindre ces objectifs? Merci Glenn pour votre invitation. Juste une petite précision, mon rang est lieutenant général, parce qu'en français, il y a un amalgame avec major général qui est une fonction et pas un titre. Voilà, donc lieutenant général, c'est mon grade. Merci pour ces questions sur l'Ukraine et la Russie. Je voudrais juste préciser au début que je ne suis pas un spécialiste de la question russe, que je ne connais pas les dirigeants russes ni le monde russe, à part une petite anecdote. Quand j'étais lieutenant, nous faisions encore des échanges dans les parachutistes avec les parachutistes russes, puisque les parachutistes français ont été formés par les parachutistes russes. Et puis à Sarajevo, j'ai eu l'occasion de côtoyer dans les forces de l'ONU les troupes russes. Voilà, c'est ma seule expérience avec eux. Et donc mon regard, si vous me permettez, sera le regard d'un soldat qui lit, qui étudie et qui regarde l'actualité. Alors, de mon point de vue, l'objectif de la Russie me semble de disposer d'une zone tampon entre son État, entre la Fédération de Russie et l'OTAN. Et c'était le cas avec la Biélorussie, avec l'Ukraine. Le deuxième objectif est probablement de reprendre évidemment la population russophone sous sa direction, alors qu'elle a été abandonnée au moment de la chute du mur. Et il est évident que quand l'Empire soviétique est tombé, eh bien, les populations russes du Donbass se sont senties abandonnées et malgré des accords qui tenaient avec l'Ukraine, eh bien, aujourd'hui, depuis en particulier 2014, avec les accords de Minsk qui n'ont pas été appliqués, eh bien, ils ne font plus du tout confiance aux accords internationaux. Donc ces trois raisons, État tampon, population russophone et perte de confiance, sont pour moi, je pense, les raisons principales de l'objectif de l'action de la Russie. Même si évidemment c'est un agresseur, mais c'est assez intéressant de regarder comment l'armée russe a travaillé, a progressé pendant toutes ces années de combat. En effet, l'opération spéciale sera très intéressante à étudier dans quelques années quand nous aurons accès à toutes les informations russes. Parce que pour moi, dans mon esprit, je dessine trois phases. Trois phases. La première phase, c'est la tentative qui a avorté de la Russie de faire tomber très rapidement le pouvoir russe par une multitude d'invasions, de coups de main et de coups de force un peu partout sur le territoire ukrainien en direction de Kiev. Et malgré ces actions en profondeur et très rapides, eh bien, deux choses à remarquer. Le pouvoir ukrainien n'est pas tombé et les Russes ont maintenu une certaine forme je dirais, de retenue dans l'emploi des armes, puisque dans cette phase, rappelez-vous, énormément de troupes se sont arrêtées aux lisières des villes et n'ont pas bombardé, massacré les lisières des villes. Ensuite, il y a eu une deuxième phase. Quand cette phase a raté, n'a pas fonctionné, eh bien, les Russes se sont repliés sur la ligne de front pour la consolider et en renforçant des actions de destruction des troupes ukrainiennes, mais qui ont finalement tenu grâce à l'appui de l'OTAN, grâce à l'appui occidental. Et on est aujourd'hui, il me semble, dans la phase 3, qui a démarré il y a un peu plus d'un an, de grignotage systématique
en utilisant la ruse. On connaît les coups de main particuliers qu'ont utilisé l'armée russe, assez incroyables, qui resteront dans les annales des forces spéciales, mais aussi pour encercler des points faibles et faire tomber des pans, des villages, point par point, les points de résistance, et élargir ainsi, petit à petit, la zone tenue par les forces russes en vue de négocier en position de force. C'est pour ça que, si vous me permettez, je pense que c'est une des raisons du report et de l'annulation de la rencontre Trump-Poutine qui devait avoir lieu ces jours prochains. Parce qu'en fait, je pense que les Russes espèrent toujours grignoter plus, négocier encore plus en position de force, le but étant affiché de récupérer l'ensemble du Donbass. Je pense que le point de négociation est là et que, évidemment, l'Occident a un rôle à jouer énorme pour pouvoir, je dirais, trouver une solution. En tous les cas, entre l'armée russe d'il y a 3 ans et l'armée russe que nous connaissons aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une armée qui a beaucoup progressé sur le plan de l'entraînement et de l'aptitude au combat, sur le plan du commandement. On sait la valse des généraux qui ont eu lieu dans cette armée, et sur le plan, vous savez, de l'emploi des moyens modernes. Au début, l'armée russe a été surprise par l'attaque des drones. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la Russie qui fige complètement le front grâce à l'emploi massif des drones. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur, il me semble, les objectifs de la Russie et la manière dont l'armée russe l'a mis en œuvre. C'est assez fascinant de voir comment la guerre a évolué au cours des 3 dernières années et demie. Comme vous l'avez souligné au début, l'objectif principal était, sinon de porter un coup décisif, du moins de forcer les Ukrainiens à se placer dans une position où ils accepteraient un accord favorable. Et bien sûr, cela s'est transformé en une guerre d'usure. Mais il est également fascinant de constater à quel point les drones ont changé la nature même du conflit. L'arme principale sur le champ de bataille étant passée de l'artillerie aux drones. Je voulais toutefois vous interroger sur la possibilité d'une intervention directe de l'Europe ou de l'OTAN aux côtés de l'Ukraine. Car à mesure que l'Ukraine semble désormais perdre du terrain, certains appellent à une escalade. Ma question est donc la suivante. Comment évaluez-vous le risque que l'Europe envoie des troupes ou qu'il y ait une intervention directe de l'OTAN aux côtés de l'Ukraine? Oui, je pense que l'intervention de troupes de l'OTAN ou d'armées européennes serait, de mon point de vue, une grave erreur. Parce que pour contrer l'armée russe, comme je l'ai dit, qui a fait de très gros progrès sur le plan tactique, sur le plan du commandement, et compte tenu de l'enjeu stratégique que représente cette opération pour la Russie, je pense qu'on ne peut pas se cantonner dans une demi-mesure. Cela voudrait dire que l'OTAN s'engage à plein, que les troupes européennes qui seront partie prenante de ce conflit, si jamais elles prenaient part à la guerre contre la Russie, seraient obligées d'engager tous leurs moyens. On ne va pas à la guerre juste pour participer, on va à la guerre pour gagner, pour vaincre. Et donc, il s'agit vraiment de toute autre chose. Or, aujourd'hui, on le sait, aucune armée occidentale, à part peut-être probablement l'armée américaine, mais qui n'en a pas envie, n'est prête pour la guerre. Nous n'avons ni les effectifs, on connaît tous la situation de l'armée française, mais des autres armées européennes, il en va de même. On connaît très mal la capacité des armées en matière d'équipement, et de stock de pièces et de munitions. En fait, les armées ont beaucoup donné à l'armée ukrainienne et ont du mal à se réarmer aujourd'hui. L'industrie de défense a du mal à fournir la somme de matériel qui est commandée, d'autant que nos pays sont économiquement très attaqués, très affaiblis. La France n'a plus les moyens
compte tenu de son économie, d'investir massivement dans son industrie de défense, ce qui fait que, à part les paroles, il n'y a pas la capacité. C'est pour ça que l'ancien chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, disait: l'armée française n'est pas prête. Et c'est un cri d'alarme, en fait, qui est poussé par ce grand chef. Et il est évident que nos hommes politiques doivent en prendre acte pour ne pas engager nos armées dans une escalade qui, du coup, nous conduirait beaucoup trop rapidement au risque nucléaire. C'est tout le problème de l'engagement de forces occidentales qui très vite atteindraient leurs limites sur le plan conventionnel et qui, du coup, seraient obligés de passer au stade supérieur, qui est celui du stade nucléaire, qui aujourd'hui, heureusement, du côté russe comme du côté occidental, est contenu. Donc, moi, ce que je pense, c'est que l'envoi de troupes européennes, de troupes occidentales, dans le cadre du conflit aujourd'hui, est une grande erreur, et serait une grande erreur. Et c'est pourquoi, pour l'instant, la tactique officielle est bien simplement de soutenir l'Ukraine. Par contre, l'engagement de troupes françaises, mais de troupes européennes, dans le cadre d'un accord de paix serait tout autre. Oui, une fois la paix signée, l'Europe, l'OTAN, si les parties prenantes, que ce soit l'Ukraine ou que ce soit la Russie, l'acceptent, eh bien, et sous un mandat international clair, eh bien, évidemment, les troupes européennes ont toute leur part dans la mise en œuvre de ces accords de paix. Il est intéressant de constater que non seulement l'Ukraine et la Russie ont changé au cours des 3 dernières années et demie, mais oui, vous soulevez un excellent point. Les Européens ont eux aussi changé. Une grande partie de leurs dépôts d'armes ont été vidés. Et l'on voit également que leurs économies ne se portent manifestement pas aussi bien qu'autrefois. Il serait intéressant de voir à quoi ressemblerait un contingent de paix ou une force de maintien de la paix, de quel pays elle serait composée, et s'il y aurait un rôle pour les Européens. À un certain niveau, cela pourrait sembler provocateur, étant donné que nous sommes dans une guerre par procuration. D'un autre côté, il est important de reconnaître les Européens comme des parties prenantes dans cette situation. Vous avez une autre question concernant ce qui est nécessaire pour parvenir à des accords de paix. Ma question est donc la suivante. Est-il possible de rétablir la neutralité de l'Ukraine, puisqu'elle est reconnue comme une pierre angulaire de tout futur accord de paix? Les Européens semblent rejeter cette idée aujourd'hui. Ils parlent encore de l'expansion de l'OTAN. Mais pensez-vous que cela pourrait changer? Je pense qu'on est obligé de repartir pour trouver un bon dispositif des objectifs des 2 parties en conflit. Et il est certain, de mon point de vue, que la pierre angulaire de toute paix avec la Russie sera l'établissement d'une zone tampon aux frontières de la Russie. Est-ce que ce sera la neutralité de toute ou partie de l'Ukraine et l'interdiction d'y établir des bases de l'OTAN? Est-ce que ce sera le déploiement d'une force de paix au Donbass? Il est certain que le problème, c'est que l'intangibilité des frontières a été très mise à mal par le conflit au Kosovo en 1999. Parce que l'Union européenne aura du mal à trouver une solution politique qui permette de sortir de cette impasse qui ressemble à bien des égards à la politique des nationalités que nous avons connue à la fin de la Première Guerre mondiale. Parce qu'en fait, au Kosovo, qu'est-ce que s'est-il passé? On a, par une opération de l'OTAN, amputé une partie de la Serbie pour créer un nouvel État. Donc,
on ne peut plus s'appuyer sur ce principe de l'intangibilité des frontières. C'est d'ailleurs ce que nous disent les Russes, qui se sont sentis trahis une première fois à cette époque, une deuxième fois par la non-application des accords de Minsk. Donc, l'Europe, c'est là que je trouve qu'elle a manqué son virage diplomatique, sa place internationale dans le concert des nations, doit trouver une solution qui passe inévitablement, à un moment donné, par la réintégration de la Russie dans le jeu européen. Il n'y aura pas d'autre solution. Aujourd'hui, c'est notre ennemi. Demain, ça doit être une partie prenante du jeu diplomatique et économique de l'Europe. On le voit bien, sinon, c'est envoyer la Russie dans le bras de la Chine. Or, on sait que c'est évidemment beaucoup plus important sur le plan mondial et c'est pour ça que c'est urgent pour les États-Unis de régler ce problème pour pouvoir se consacrer à l'essentiel. Donc, il faut absolument que l'Europe sorte de ces contraintes psychologiques, intellectuelles, idéologiques pour proposer une solution de paix et à l'ensemble des parties prenantes. Et à l'opposé, évidemment, de la conception dominante actuellement, hein, ça c'est clair. Donc il faut qu'on sorte de ces débats. On est actuellement complètement embarqué dans le jeu ukrainien. Nous devons sortir de cela pour trouver une troisième voie. Seems like Cela semble être une manière constructive d'aborder le conflit. Autrement dit, si nous reconnaissons que cette guerre est en grande partie le produit d'une architecture de sécurité européenne défaillante, l'échec à intégrer la Russie à l'Europe et par conséquent la résurgence d'une politique de bloc. Si nous reconnaissons cela comme la source du conflit, alors la solution logique serait de trouver une place pour la Russie en Europe où ses préoccupations en matière de sécurité soient reconnues. Et encore une fois, qu'elle ait également une place à la table. Bien sûr, cela ne semble pas très attrayant pour de nombreux politiciens lorsque nous sommes en plein conflit, car cela signifierait aussi, oui, je suppose, reconnaître notre propre part de responsabilité dans cette guerre. Mais je voulais vous interroger sur l'évolution du conflit, parce que, oui, donc ma question est la suivante. De nombreux dirigeants politiques semblent très optimistes quant à leur capacité à contrôler l'escalade, à monter ou descendre l'échelle de l'escalade à volonté. D'autres, en revanche, considèrent cela comme une illusion. Alors, comment évaluez-vous le risque d'une escalade incontrôlée, voire d'une guerre nucléaire? Le risque est grand et il est permanent, hein. Et l'optimisme est évidemment de façade, dans la mesure où les provocations de part et d'autre sont permanentes. L'affaire du survol des territoires polonais et autres par des drones russes, l'affaire des déclarations plus ou moins contrôlées concernant l'extension du parapluie nucléaire français à d'autres pays européens, tout cela, de mon point de vue, fait partie de la gesticulation qui vise à tester la volonté de l'adversaire. Mais tout ceci essaie, pour l'instant, de rester en deçà de la menace réelle qui engagerait évidemment l'arme nucléaire. Et il est certain que tout le monde, que ce soit l'agresseur russe désigné ou les troupes de les pays de l'OTAN, font preuve de retenue. Et heureusement, parce que on le sait, le moindre dérapage, et pourtant Dieu sait si certains aimeraient qu'on aille jusqu'à cet emploi du nucléaire, le moindre dérapage nous entraînerait dans un conflit que plus personne ne contrôlerait. Donc, de mon point de vue, les manœuvres de gesticulation, mais aussi les propositions de déploiement de force sur le territoire ukrainien, même
à l'ouest de l'Ukraine. Tout déploiement de troupes, de combat ou de mise en place d'une base serait pour moi le chemin qui nous conduirait inexorablement vers un conflit. Et ce conflit, il peut nous entraîner au conflit nucléaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos doctrines ne sont pas du tout les mêmes. La doctrine russe prévoit l'emploi tactique de l'arme nucléaire, tandis que la France n'a pas ce niveau-là. Nous, c'est tout ou rien. C'est la dissuasion tout ou rien. Donc, ça veut dire que si on est dépassé sur le plan conventionnel, il ne nous reste plus que l'arme nucléaire. C'est pourquoi, jusqu'à présent, la dissuasion nucléaire était concentrée sur la protection du territoire national, ce qu'on appelait le sanctuaire. C'est pourquoi il y a un gros débat en France sur l'extension ou pas de la dissuasion nucléaire, parce que c'est un changement de stratégie qui, de mon point de vue, n'appartient pas à un seul homme, au seul président, mais devrait faire l'objet d'une véritable discussion. De même, les provocations russes de l'autre côté pourraient être aussi très importantes si la Russie décidait, par exemple, de conquérir Odessa ou d'aller déployer des troupes en Moldavie ou pour rejoindre la Moldavie. Eh bien, là aussi, ce serait une provocation importante, ce seront des déclencheurs de conflits. On voit bien que des deux côtés, à la fois, il y a de la provocation, mais il y a de la retenue. Donc, il est urgent de trouver une porte de sortie. C'est la seule solution. C'est pour ça que je pense que le président Trump essaye de faire le forcing pour y arriver. Eh bien, comme vous le dites, depuis que Trump a pris le pouvoir aux États-Unis, les politiques envers l'Ukraine semblent avoir fondamentalement changé. C'est-à-dire que, tandis que Biden cherchait l'occasion de provoquer la défaite stratégique de la Russie, Trump semble plus désireux, je dirais, de rallier les Russes à notre camp et de se concentrer plutôt sur la Chine. Mais, dans cette optique, les États-Unis paraissent très déterminés à confier la guerre en Ukraine aux Européens, du moins l'aspect militaire et les coûts. Or, comme nous le savons, l'Europe a de nombreuses limites, tant économiques que militaires. Pensez-vous donc que l'Europe puisse chausser les bottes des Américains, c'est-à-dire remplacer le rôle dominant qu'ils ont joué dans cette guerre par procuration? Alors, je pense que surtout le président Trump et les Américains, quels qu'ils soient, évidemment, veulent conserver le leadership surtout. Leadership sur la paix et déléguer non pas la guerre, qu'ils savent être les seuls à pouvoir mener, mais le contrôle de la paix une fois qu'eux auront été ces agents de la paix. Et donc déléguer surtout le coût de la reconstruction et de la paix pour basculer son effort vers l'Asie. Et là, je suis totalement d'accord avec vous. Donc, le problème, en fait, pour les armées européennes, qui auront évidemment un rôle à jouer dans la mise en œuvre de la paix, qui, j'espère, interviendra bientôt, c'est le partage du fardeau et c'est la capacité à avoir des forces suffisamment dissuasives pour pouvoir maintenir ce dispositif de paix. On le sait par le passé, beaucoup d'opérations de maintien de la paix n'ont pas fonctionné pour plusieurs raisons. D'abord parce que les États qui étaient partis au conflit, finalement, n'étaient pas contentes des accords qu'ils pensaient purement temporaires. Et deuxièmement, parce que les forces de maintien de la paix n'avaient pas les moyens de maintenir cette paix. Donc, va se poser la question du mandat, du dispositif des troupes qui seront déployées. Sous quel mandat agiront les forces? Mandat de l'ONU? L'ONU, aujourd'hui, très discréditée dans le monde, qui a complètement d'ailleurs disparu. Sous mandat de l'OTAN? Mais alors la Russie va considérer que c'est un mandat qui est porté par l'adversaire. Donc, en fait, la question du mandat est une vraie question, d'où cette solution d'un mandat européen à condition que l'Europe accepte
de réintégrer la Russie dans ce concert européen. Je ne parle pas de rentrer dans l'Union européenne, je parle de territoire de l'Europe, des échanges européens, de la diplomatie européenne. Ensuite, il y aura la question des capacités. Après la question du mandat, il y aura la question des capacités militaires et du volume de force. Et c'est là que, une fois de plus, on va tomber sur une vraie difficulté en Europe. C'est que on parle beaucoup, mais on a peu de moyens. Seule l'OTAN a ses capacités de commandement et de mobiliser des troupes. Et donc, c'est là il va falloir trouver une articulation qui fasse que le mandat puisse être international et reconnu par la Russie, tout en ayant des troupes qui, elles, sont commandées par la seule structure qui fonctionne sur le plan militaire, qui est la structure de l'OTAN. Donc, ça va être compliqué, c'est-à-dire que, d'une part, il va y avoir cette phase de négociation à laquelle on assiste en ce moment entre le président Trump, le président Poutine, le président Zelensky, les trois. Et après, il y aura cette phase de mise en œuvre qui va être très délicate parce que, évidemment, les États-Unis, à juste titre, diront, bon, maintenant, les affaires sont dans les mains des Européens pour la mise en œuvre. Question de coût, question de commandement, question de mandat. Je suppose que l'un des aspects positifs est que toutes les principales parties prenantes ont intérêt à ce que l'Ukraine soit stable à long terme. Ainsi, au moins dans le processus de reconstruction, des deux côtés de la ligne de front, il y aura un certain intérêt pour la reconstruction, une initiative partagée à cet égard. Cependant, je voudrais poser une question sur l'attitude envers la Russie. Au début de la guerre, elle était un peu plus prudente. Mais depuis les premières discussions sur une défaite stratégique de la Russie, il semble y avoir une certaine obsession, non seulement pour la vaincre, mais aussi pour l'humilier. Si l'on écoute de nombreuses déclarations de dirigeants européens, que pensez-vous qu'impliquerait réellement une défaite de la Russie, étant donné qu'il s'agit de la plus grande puissance nucléaire du monde? Et selon vous, quels pourraient être certains des risques liés à cet effort, visant, je suppose, à humilier les Russes? Et c'est tout le problème de ce conflit depuis 2014, celui de la confiance. Il ne peut pas y avoir de traité de paix durable sans rétablissement de la confiance. Et à partir du moment où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, puisqu'il faut à la fois résoudre les objectifs stratégiques de la Russie et préserver l'intégrité de l'Ukraine, il va donc falloir accepter de négocier à égalité et donc d'accepter que les acteurs des deux parties soient intégrés au jeu diplomatique et économique international. Et c'est là que je pense que la France a raté l'occasion de jouer sa partition de la troisième voie. Vous savez, c'est ce qu'on disait toujours du général de Gaulle, qui prônait partout dans l'action internationale, dans la grande tradition de la diplomatie française. On parle soit de la troisième voie, soit de l'alliance de revers. C'est connu des historiens. Et au début, on aurait pu penser que le président Macron jouait cette partition, puisqu'il était resté assez réservé dans l'engagement concernant le conflit. Et il aurait dû poursuivre cette voie pour offrir une plateforme de discussion au lieu de rentrer complètement dans le rang des bellicistes européens. Et ça, c'est, je pense, une erreur. Il est toujours temps d'y revenir. Il est toujours temps d'offrir une nouvelle porte dans les discussions, au moins aux côtés du président Trump. Parce que, je le redis, j'ai l'impression de me répéter, la Russie devra trouver une place dans le jeu européen pour participer à la paix et au développement du continent européen sur le plan économique, mais aussi culturel. Car la Russie, qu'on le veuille ou non, appartient à la culture européenne, à l'histoire européenne et à l'économie européenne. Donc, ouvrons les yeux et offrons une alternative à cette guerre.
Je pense que beaucoup d'Européens ont vu en la France un espoir possible de raviver l'esprit gaulliste, comme nous l'avons constaté tout au long de la guerre froide. Mais même après celle-ci, nous avons vu la France parler d'une voie plus indépendante pour l'Europe, et il est logique que cela vienne de Paris. Cependant, nous n'en avons pas vu assez, à mon avis, au cours des 4 dernières années. Cela mène donc à ma dernière question. Que se passe-t-il en Europe? Car au cours des 4 dernières années, l'Europe elle-même a beaucoup changé. Je dirais que d'immenses transformations sont en cours à travers le continent. À mesure que le conflit se poursuit, la situation devient de plus en plus instable en Europe. Par exemple, les Européens deviennent de plus en plus dépendants des États-Unis, au point que toute idée d'autonomie stratégique semble désormais une ambition perdue. Pendant ce temps, les États-Unis indiquent clairement qu'ils souhaitent se tourner vers l'Asie. Ils veulent donc se désengager de l'Ukraine, mais aussi, dans une certaine mesure, de l'Europe. Pas complètement, mais partiellement. Dans le même temps, nous semblons faire face à la fois à un problème économique en Europe et à une crise de légitimité politique sur l'ensemble du continent. Comment évaluez-vous ce risque, non seulement dans le contexte de la guerre par procuration en Ukraine, mais aussi de manière plus générale? C'est certain que on a l'impression aujourd'hui que l'Europe, mais je veux parler surtout, en parlant de l'Europe, parler de la France, on a l'impression que nous cherchons un échappatoire dans la guerre pour masquer nos difficultés. Et les États européens devraient se concentrer sur leur consolidation économique et politique pour retrouver un semblant d'indépendance, qu'elle soit monétaire, industrielle, militaire, et consolider la paix sur le continent en prouvant que nous sommes capables d'être indépendants, plutôt que de le crier et de dire que les États-Unis prennent toute la place. En fait, l'Europe a l'expérience des guerres, l'Europe par son histoire, a maintenant l'expérience de la paix. Elle doit retrouver puissance et force. Ça, c'est évident pour prévenir tous les conflits. Parce que je pense que le problème de l'Europe n'est pas à trouver à l'extérieur, aux frontières, dans les conflits qui peuvent toucher nos abords, mais en fait, les problèmes viennent de l'intérieur. En fait, en interne, nous devons nous reconstruire et non pas nous laisser aller au déclin. Donc, balayons devant notre porte, réglons nos problèmes de dette, de désindustrialisation, de perte de repères en société, de déséducation. Répondons par l'action à tout ce qui nous est reproché. On critique le président Trump et surtout le vice-président Vance de nous avoir donné la leçon. Mais honnêtement, traitons ces sujets et à ce moment-là, nous pourrons intervenir. Parce que le risque est grand pour des pays comme la France. D'autres pays européens ont déjà réagi, mais un pays comme la France, pas encore. Le risque est grand de disparaître, ou en tous les cas, de passer à la dernière place, comme nous sommes en train de dégringoler. Et c'est là que j'estime que la nation doit retrouver toute sa place. L'Europe, l'Union européenne, les constructions fédéralistes ont pris trop de place. La nation doit retrouver sa place de telle sorte à retrouver à la fois sa fierté, mais aussi les moyens de son action. Ça n'interdit aucune alliance, aucune négociation, aucune plateforme, mais ça nous permettrait d'être beaucoup plus forts. Et c'est pour ça que la pensée conservatrice qui a été développée et qui a éclos aux États-Unis, eh bien, heureusement, a trouvé quelques relais déjà maintenant en Europe et j'espère bientôt en France. Mais quand on voit des pays comme l'Italie, comme la Hongrie, eh bien, évidemment, il y a des espoirs. Et le but n'étant pas de donner des leçons aux autres, mais de se relever. Or, la France a des capacités industrielles, a des savoir-faire, a une culture, a une histoire. Donc, retrouvons ça, puisons dans nos racines et élevons nos enfants, nos jeunes, dans une vision positive
et non pas dans une vision négative comme nous sommes aujourd'hui entraînés à le faire en dilapidant les moyens, les quelques moyens qui nous restent. Je pense que c'est la grande leçon de l'époque que nous vivons aujourd'hui. C'est peut-être un retournement moral que connaîtront nos pays, nos vieux pays, qui ont besoin de renaître par une pensée jeune, novatrice, mais qui en même temps n'est pas une rupture, est un nouveau lien avec notre passé. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut s'attaquer aux problèmes intérieurs et qu'il est évidemment important de restaurer certaines valeurs conservatrices et de raviver les identités nationales. Il en va de même, bien sûr, comme vous le dites, pour la réindustrialisation, développer les économies et traiter certains des problèmes sociaux et politiques. Il semble toutefois que la guerre devienne une distraction commode, nous empêchant de faire tout cela et aggravant en réalité la situation, et de beaucoup. Mais je voulais vous remercier sincèrement, Major Général, d'avoir pris le temps. C'est un véritable privilège de vous avoir dans l'émission. Merci beaucoup, Glenn. Thank you very much, Glenn.